Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence sur un point marché, donc des conditions uniques pour les actions. Donc Lionel Duverger est avec moi, donc expert en analyse technique, et donc moi Cédric Louboutin. Je suis très heureux de vous retrouver pour ceux qui nous suivent régulièrement. Alors, les petites recommandations d'usage. Donc je vous partage mon écran. Donc bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. Donc vous m'envoyez un message et puis Lionel et moi, à l'issue de la conférence, pourrons y répondre si nous avons la réponse. Sinon, nous reviendrons vers vous par la suite. Également l'agenda donc qui va suivre. Alors c'est prévisionnel puisque bon, on essaie de s'adapter quand même à l'environnement de marché, mais voilà les deux prochaines webconférences qui sont prévues. Donc à la fin du mois, le 29 avril, nos collègues Florent et Cédric, qui étaient déjà intervenus l'année dernière, vous présenteront un point sur le secteur techno et particulièrement un focus sur les semi-conducteurs, sous-secteur qui est en pleine pénurie, puisqu'il nous manquons de composants. Et enfin, le 12 mai, donc d'ici un mois avec Lionel, nous reviendrons vers vous pour refaire un point marché, un peu une actualisation de ce que l'on peut se dire, une actualisation mensuelle. Voilà. Alors donc aujourd'hui, la proposition que nous faisons va être simple, hein, c'est un point sur le marché action, un panorama un peu global, donc une vue positive sur ce segment, et ensuite Lionel détaillera un peu la rotation qui est en marche, rotation sur les valeurs value, et peut-être soulignera des zones de surachat qu'il peut détecter d'un point de vue technique. Alors, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc, vous avez vu des conditions uniques, comme ça qu'on a pu définir l'environnement que l'on connaît actuellement. Alors, effectivement, d'un point de vue vaccination et croissance, déjà, un panorama un petit peu global. Je crois que ce qui est important de voir, c'est que la crise sanitaire, malheureusement, semble s'installer, puisque s'il y a des endroits comme aux États-Unis où il y a effectivement une campagne de vaccination sans précédent. Il y a eu 192 millions de doses qui ont été administrées aux États-Unis, c'était les chiffres hier matin, sur 814 millions de doses administrées au niveau mondial. On est quand même sur un niveau de 2,3 millions de décès au niveau mondial, une accélération au Brésil avec le variant extrêmement contagieux, extrêmement mortel. Le Japon qui s'interroge sur l'éventualité de maintenir ou pas les Jeux Olympiques, et puis des zones de confinement un peu partout en Europe, également en Inde, où la situation rebascule, donc des questions qui se posent. Donc malheureusement, cette situation semble très complexe, a du mal à vraiment se résorber. Il faut être toujours très prudent. Et comme l'indiquait hier les États-Unis avec le décalage des vaccinations avec le vaccin Johnson & Johnson, parce qu'il est redécalé encore d'une semaine pour reprendre, il y a peut-être une interrogation sur la vie avec une crise sanitaire un peu plus longue, c'est une période sanitaire qui va s'installer sur le long terme. Voilà, ça c'est une grande interrogation qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, sur le plan de la croissance, il est intéressant de voir que les indicateurs avancés, les indicateurs PMI, sont extrêmement bien orientés. On a vu en début de semaine, on a eu ceux des services en Chine, très très haut, niveau le plus haut depuis le mois de décembre. En Allemagne, en très forte hausse. Aux États-Unis, ils sont également très bien orientés. En Europe, ils sont en passe de revenir ou ils reviennent en territoire positif début mars, et ça c'est la première fois depuis le mois de septembre. Donc partout, les indicateurs semblent indiquer que l'activité économique, l'activité des services reprend un peu partout dans le monde. Ensuite, en ce qui concerne la croissance, alors je crois que ça, c'est ce qui est très intéressant, puisque au fur et à mesure des périodes de confinement, les taux de croissance ont été un peu revus, un peu à la baisse, un peu revus en hausse par l'ensemble des économistes. Depuis quelques semaines, on assiste à une révision en très forte hausse des perspectives de croissance aux États-Unis notamment. BNP Paribas, pour la croissance américaine, attend des chiffres de 6,9% pour 2021, ce qui est quand même très solide, et 4,7% en 2022. Donc, vous voyez des perspectives extrêmement fortes.
C'est soutenu par la vaccination, bien sûr, c'est soutenu également par la réouverture de l'économie et par la confiance qu'ont les consommateurs dans la reprise économique aux États-Unis et naturellement avec le programme de stimulus. Tout ça, bien sûr, c'est très, très positif pour la croissance américaine. Et vous le savez, dans un monde interconnecté, c'est aussi extrêmement bon pour la croissance chinoise. Et des répercussions de cette croissance américaine seront bien plus loin que le simple territoire américain. On peut d'ailleurs noter le DAX sur un mois, donc indicateur allemand, est en forte progression, en progression un peu plus sensible que le CAC français. L'une des explications, c'est le côté certes industriel, mais aussi le côté très exportateur des sociétés qui sont cotées sur le DAX, et donc qui anticipent un peu cette diffusion de la très forte croissance américaine. Cette très forte croissance va aussi se diffuser à la Chine. On est sur des taux qui sont plus supérieurs à 6,5-7%, mais aussi à l'Europe. Alors c'est sûr que l'Europe n'est pas aussi dynamique que ne l'est les États-Unis, mais on attend une croissance autour de 4,2% pour 2021 et pour 2022. Alors, toutefois, on a quand même des zones d'inquiétude avec le FMI qui attire notre attention sur une révision en baisse pour les taux de croissance en Asie du Sud-Est, hors Chine. Le FMI a révisé ses perspectives à 4,9% par rapport à 5,2% dans le passé, c'est-à-dire en début d'année. La raison principale étant les confinements, j'ai évoqué l'Inde tout à l'heure, voilà, des zones encore d'ombre sur la sortie de crise sanitaire pour certaines zones. Alors, si on poursuit, donc on va un peu plus sur la droite du slide, sur des conditions uniques. Alors, ces conditions uniques que j'ai illustrées de manière amusante avec des petits dessins. Ce qui est important, et alors ça c'est le graphe que vous avez en haut à droite de votre écran, sur l'évolution de la masse monétaire. Elle est très très importante, très forte hausse. Alors aux États-Unis, c'est pratiquement une explosion pratiquement multipliée par 3. C'est cette liquidité, effectivement, qui est toujours abondante, fournie par les banques centrales et par les gouvernements, qui est un soutien très important au marché actions. Ces conditions uniques, c'est l'abondance de liquidité, ce sont des taux qui sont bas et qui restent en soutien des valorisations des entreprises, et aussi des solides perspectives bénéficiaires. Donc, ces trois éléments, si on les détaille, la liquidité, c'est le soutien absolu presque qui est donné par les banques centrales aux États-Unis, dans l'eurozone, au Japon, mais aussi en Grande-Bretagne. Donc, un soutien absolu donné à l'économie mondiale et un soutien en plus en accélération. On a également un excès de liquidité. Les chiffres de la BCE parlent de 4 000 milliards d'euros d'excès de liquidité pour la Banque centrale européenne à fin mars. On a aussi la Banque centrale qui continue, je parle en Europe, pardon, qui continue d'accroître ses achats mensuels d'obligations. Donc voilà, la BCE est là, elle est derrière nous. Même chose aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez fait attention au plan de soutien qui a été voté par le Parlement américain, 1,9 trillion de dollars, donc donc un soutien quasi sans limite. Et à cela, M. Biden veut rajouter un plan de soutien à l'emploi et aux infrastructures de 2,3, on va dire, trillions de dollars. Donc on serait sur un plan global qui dépasserait les 5 trillions de dollars de soutien. Alors le deuxième plan de soutien d'infrastructure et de l'emploi serait plus étalé sur un horizon de 10 ans, mais c'est pour dire l'importance des moyens qui sont mis en œuvre. Alors, cette liquidité, directement, où est-ce qu'elle peut aller? Si on regarde un tout petit peu du côté des flux sur les actions, on s'aperçoit qu'on a un flux de 20 milliards de dollars, juste, sur la 5e semaine d'affilée, donc la première ayant commencé mi-février, la 5e semaine d'affilée d'investissement dans les actions. On a un record ainsi pour le premier trimestre 2021 que l'on a atteint, qui a 240 milliards de dollars de flux entrants sur les marchés actions au niveau mondial. Donc 240 milliards de dollars, un véritable soutien pour les marchés actions. Alors, le deuxième point, c'est les taux d'intérêt. Alors, c'est vrai que ces taux ont beaucoup remonté, Lionel reviendra un peu dessus, mais les taux ont beaucoup monté sur, on va dire, jusqu'à mi-mars. Ça a un peu inquiété tout le monde, ils remontaient notamment en raison de craintes au démarrage de l'inflation, c'est des craintes qui étaient un petit peu supérieures aux attentes.
tout de suite, la Banque centrale américaine a dit attendez, nous n'interviendrons pas, nous ne monterons pas nos taux tant que les 2% d'inflation ne sont pas atteints. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Et surtout, il y avait une anticipation de la part de certains investisseurs de la baisse du programme de rachat d'obligations dès le deuxième semestre 2021. Alors, pour l'instant, inflation, baisse des rachats, on n'y est pas encore. Donc, je pense qu'il sera temps de s'y inquiéter, de s'en inquiéter quand ça se produira. Mais pour l'instant, c'est pas du tout une hypothèse centrale. Aujourd'hui, la hausse des taux va peut-être se dérouler. Donc, chez BNP Paribas, nous avons des prévisions pour le 10 ans US qui passerait de 1,4 à 2% pour la fin de l'année, et les taux allemands qui passeraient de moins 0,25 à 0%, pareil d'ici la fin de l'année. Mais vous voyez, c'est une progression quand même qui est relative. Ça va se faire dans la durée, ça va pas être brutal. Ou le point, on va dire, positif pour les marchés actions, donc encore une fois, un autre point qui crée une condition unique, c'est que cette remontée des taux donne encore un peu plus d'avantages pour les marchés actions, puisqu'on a encore du potentiel en termes de valorisation, en termes de prime de risque pour les marchés equity. Donc, c'est plutôt positif, et ce qui nous amène à penser qu'une quantification de la courbe des taux, donc des taux longs plus élevés que des taux bas, ne sont pas dommageables pour les marchés actions à partir du moment où cette quantification se fait progressivement. C'est exactement le cas actuellement. Donc, l'inflation, qui est l'objet central des inquiétudes, oui, revient, oui, remonte progressivement, mais ce n'est pas encore une inquiétude centrale aujourd'hui. Dernier point qui crée une condition unique à nos yeux sur les marchés, les révisions en hausse des perspectives bénéficiaires des entreprises. Alors, c'est d'autant plus important qu'on vient de rentrer mardi, on est rentré dans la date de publication pour le premier trimestre 2021. Alors, juste quelques chiffres. En Europe, les révisions à la hausse des bénéfices nets par action des entreprises se sont accélérées. On a une hausse au cours du premier trimestre, donc pour les perspectives 2021, une hausse de 5,4%, et ça s'est réaccéléré devant les meilleures perspectives pour les entreprises de 1,4%. Donc, des taux de croissance bénéficiaires pour les entreprises plutôt bien orientés et mieux orientés. Je vais vous prendre quelques exemples si vous avez eu le temps de voir cela cette semaine. LVMH, regardez la qualité de la publication de la croissance organique, plus 30% de croissance organique, là où le consensus attendait déjà près de 18%, 19%. Donc déjà une surprise à la hausse qui était déjà quand même très élevée. Les publications hier et avant-hier de Goldman Sachs, de Wells Fargo et dans une moindre mesure de JP Morgan ont battu les attentes. Alors, JP Morgan est un peu pénalisé, notamment par les taux de défaut sur ses prêts, mais avec des perspectives sur les revenus très encourageantes. Donc, si on passe au slide d'après, maintenant qu'on en a bien vu ces conditions uniques, vous comprendrez que dans ce contexte, nous maintenons une opinion positive sur le marché action. Il y a eu peu de changements par rapport à la dernière fois où on s'est parlé, par rapport au mois de mars. La rotation vers la value s'est poursuivie, pas un rythme aussi soutenu. Il y a eu une pause sur le secteur bancaire, Lionel vous l'expliquera. On a effectivement quelques mouvements sectoriels, mais il n'y a pas eu de grands mouvements. En tout état de cause, nous maintenons une opinion positive sur les actions, ce qui est soutenu, je vous l'ai expliqué, par cette courbe des taux, par la hausse des perspectives bénéficiaires, par le soutien sans faille des banques centrales, mais aussi des gouvernements. Alors, la rotation se fait vers la value, c'est ce que je vous disais, un peu moins vite, peut-être un peu moins vite parce que comme on pouvait militer le mois dernier pour un portefeuille équilibré pour aborder cette reprise, vous le voyez, la publication de LVMH illustre que les leaders d'hier restent des leaders. Ce sont des valeurs de très grande qualité, positionnées avec un pouvoir de prix, un pricing power extrêmement élevé. Donc, il ne faut pas non plus délaisser ces valeurs de qualité, qui sont souvent des valeurs de croissance. Donc, le tout value, le tout grosse n'est plus d'actualité. L'idée est vraiment d'être dans un portefeuille équilibré et de privilégier toujours un peu plus la partie value pour jouer la reprise économique.
Alors, une prudence tout de même, une prudence qui est sur le secteur techno américain. On l'avait déjà évoqué, il y a eu quelques rebonds, quelques reprises. On estime toujours que la surperformance qu'on a connue en 2020, même cette extraordinaire performance, qui s'est faite notamment parce que les valeurs techno étaient les grands bénéficiaires du déconfinement un peu partout dans le monde, il n'y a plus de raison d'avoir une surperformance. Encore une fois, c'est pas la fin de ce segment, c'est juste que la surperformance va à nos yeux s'arrêter et il y a des contraintes réglementaires que l'on voit brandies par M. Biden, par l'Europe également. Il y a aussi question sur la hausse de la fiscalité aux États-Unis qui pourrait les impacter. Donc, on reste plutôt prudent sur ce segment. Alors, les émergents. Les émergents, la Chine a connu 2 mois assez compliqués, assez difficiles, notamment parce qu'il y a une menace de resserrement monétaire par les autorités chinoises, menace également de plus de contraintes réglementaires au niveau des secteurs techno et au niveau du secteur immobilier. Donc effectivement, on a des secteurs qui ont un peu sous-performé. Mais ce n'est pas pour autant que l'on va abandonner. On pense qu'il peut y avoir des opportunités pour se positionner ou se repositionner sur ce secteur. Également sur les petites et moyennes valeurs. Alors les petites et moyennes valeurs ont connu une surperformance très forte depuis le mois de novembre. On l'a accompagné. C'est beaucoup moins vrai depuis fin mars, mi-mars. C'est pas pour autant pareil que l'on va se détourner de ce segment. On pense qu'il reste toujours au cœur de la reprise économique. On reste toujours positif sur ce segment des mid and small caps. Voilà. J'en ai terminé. Je vais laisser la parole maintenant à Lionel. Et Lionel, je mets ton premier slide. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Là, on commence par une petite vue indicielle. Là, vous avez l'Eurostoxx sur un an environ. Et vous voyez la hausse là de très forte début novembre, un peu moins forte depuis. Ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle le RSI, qui est un indicateur de surachat-survente. Et pour essayer de repérer quand il y a des phases un peu de tension. Et c'est ce qu'on a ces derniers jours. Ces derniers jours, l'Eurostoxx, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une petite respiration à court terme. Il y en a eu une petite mi-mars, une mi-février, il y en avait une en janvier. Donc on pourrait très bien avoir ce genre de micro-corrections qui peuvent être mises à profit pour acheter pour ceux qui ont un peu de cash à réinvestir. Donc profiter des replis pour acheter, ça c'est un peu le maître mot sur les grands indices européens et américains. Page suivante. Alors où en est-on, Cédric en parlait, de cette rotation, ce qu'on appelle value grosse, value, les valeurs plutôt faiblement valorisées, mais un profil de croissance moindre, et les valeurs grosses, donc à forte croissance, mais qui se payent plus cher. Donc on voit qu'on a sur la courbe en violet, qu'on a eu un retournement haussier du segment value qui a été fortement délaissé quasiment tout 2020, qui a commencé à se redresser fin 2020, et ça s'est poursuivi en plusieurs temps. Et là, vous voyez une construction haussière un peu en marge d'escalier. Vous avez le fort rattrapage de novembre. Vous avez un peu de surchauffe à ce moment-là, si on regarde du RSI. Et puis, vous avez une petite phase de pause en décembre et janvier. Puis, vous avez une deuxième phase de hausse assez forte en février. Et puis, à nouveau, une phase de pause en relatif ces dernières semaines. Donc, l'idée, c'est de mettre à profit ces phases de pause pour rééquilibrer son portefeuille si toutefois on est sous-pondéré en banque par exemple. On va en reparler sur la page d'après. Alors page suivante. Alors là on est sur alors là je vous parle un peu des taux puisqu'effectivement ce qui a beaucoup guidé ces rotations entre les valeurs de value et les valeurs de croissance, c'est ce qui s'est passé sur les taux. Donc là vous avez le taux à 10 ans américain qui a commencé à remonter doucement sur la deuxième partie de 2020. Et puis la hausse s'est un peu accélérée, même franchement accélérée au début de 2021 et notamment au mois de février. Vous avez une hausse très forte entre début février et la mi-mars, symbolisée en vert par la moyenne mobile 10 jours haussière qui a été sur cette période. Donc le 10 jours allemand est passé de 1% à peu près 1,75% en peu de semaines. Et ça s'est un peu calmé depuis. Il y a eu du surachat au passage.
Donc là, ce qu'on devra avoir, hein, si on considère que ce qu'il y a eu en février, c'était un cœur de mouvement, un cœur de tendance, on doit avoir une petite phase de respiration à court terme. C'est ça que je vous ai indiqué quelques retracements de Fibonacci. Et ensuite, on devra avoir une poursuite de la hausse, mais qui devrait être plus lente, ce qu'on a eu en février, et moins ample. Peut-être se rapprocher un peu plus tard dans l'année d'une résistance moyen-long terme qui se situe à 1,95% sur le taux à 10 ans US. Alors maintenant, sur la page d'après, on va regarder, pareil, la remontée des taux, mais en Europe, plus précisément en Allemagne. Donc là aussi, on a une remontée des taux qui est un peu plus tardive, hein, qui s'est vraiment mise en place que début 2021 sur le 10 ans allemand. Et vous avez pareil au mois de février une hausse forte qui s'est arrêtée un tout petit peu plus tôt, hein, qui s'est arrêtée dans les derniers jours de février par rapport aux 10 ans US. Et puis vous avez depuis cette sorte de ce qu'on appelle un flag, un drapeau, hein, en analyse technique, hein, c'est-à-dire cette phase de respiration un peu en forme de drapeau. Et normalement, c'est une pause avant une reprise de tendance haussière. Et d'ailleurs, au point bas, il y a quelques semaines, on a retracé la moitié de la très forte hausse de février. Donc c'est un niveau de retracement qui peut être suffisant avant de repartir à la hausse. Mais là aussi, si on repart à la hausse, ça ne devrait pas être la hausse de février qui a été presque violente, hein. Ça devrait être une hausse plus lente sur la deuxième partie de 2021 qui devrait permettre de se rapprocher d'une résistance vers moins 0,15. Vous voyez bien, on reste en territoire négatif malgré tout, hein. Quand on parle de remontée de taux, ça reste des niveaux de taux très accommodants, hein. C'est juste pour rattraper une partie de la baisse précédente. Et si je compare un peu à ce qu'on avait eu fin 2019, je vous ai mis un petit comptage. Enfin, on va faire un peu de vague d'Elliott. Le mouvement de hausse de fin 2019 sur les taux, c'était décomposé en 5 temps. Vous avez un premier temps de hausse au mois de septembre 2019, correction, et ensuite un cœur de mouvement qui était vers le mois d'octobre-novembre, et ensuite une petite phase de pause, et enfin un mouvement terminal plus lent, comme je vous disais, hein, plus lent, moins grand, qui a permis de se rapprocher de cette résistance. C'est ce genre de phénomène qu'on peut attendre sur le plan technique. Donc là, on a la phase de pause ces 2 derniers mois. Et puis, si on sort par le haut de ce drapeau, on devrait avoir une reprise de tendance haussière moins puissante. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un peu ce panorama parce que ça a pas mal d'implications sur ce que fait le secteur bancaire notamment. Donc, page suivante, justement, sur le secteur bancaire. Donc, on en parlait sur les précédents points marché parce que c'est important. Beaucoup d'investisseurs sont encore sous-pondérés sur le secteur bancaire, ce qui était une bonne chose, une bonne partie de 2020, mais ce qui est une moins bonne chose depuis, parce que ce secteur-là, quand même, globalement, surperforme sur une vision moyen-long terme depuis le dernier trimestre 2020. Et donc là, on a le même genre de construction qu'on a sur les taux. Vous avez, quand vous regardez le ratio relatif de la banque en bas, en violet, vous avez cette impulsion novembre, cette correction décembre-janvier, cette impulsion en février, et cette correction relative depuis. Donc on a le même genre de choses. Et en haut, en absolu, c'est une correction qui est presque à plat depuis un mois. Mais là aussi, c'est une phase de pause, normalement, qui est préalable à une reprise de tendance haussière derrière. Donc pour les investisseurs qui sont un peu trop sous-pondérés sur les bancaires, qui ont de l'ordre de 3% dans leur portefeuille, on leur préconise de se réajuster graduellement et de revenir à une pondération d'au moins 6-7%. Et puis si une correction un peu plus importante devait se mettre en place, donc profiter d'acheter sur le repli pour se réaligner avec le poids dans l'indice autour de 8-9%. C'est l'idée de général un peu de rééquilibrer le portefeuille. Un petit point sur le secteur énergie, donc anciennement pétrole et gaz, il a changé de nom mais pas de structure. En Europe, donc vous avez son ratio relatif en bas face à l'Eurostoxx. Donc là on voit qu'il sous-performe ces dernières semaines. Et il a reperdu la surperformance du mois de février. Donc c'est un petit peu inquiétant, il faut avoir ça en tête et se dire que ce n'est pas une priorité à surpondérer dans les secteurs.
Bon, en absolu, la hausse, c'est pas trop inquiétant. Vous avez une sorte de canal haussier peu pentu, hein, qui a été préservé ces jours-ci, correspond à la moyenne mobile 50 jours haussière. Donc la photo en absolu est pas mauvaise, mais les indices sont globalement bien orientés, mieux orientés. Du coup, ça reste quand même plutôt de la sous-performance. Donc ça, c'est pas une priorité. Et page suivante, on a, alors là, c'est le même secteur, mais aux États-Unis. Je voulais là mettre en lumière le fait que le secteur énergie aux US est très corrélé au pétrole. Vous avez le secteur en chandelier en haut et vous avez en rouge la courbe, la ligne rouge, c'est et sur l'échelle de gauche, c'est le baril de Brent. Donc, vous voyez là une corrélation qui est forte hein, ces derniers mois, et d'ailleurs des proportions de variation qui sont presque les mêmes. Le secteur des valeurs pétrolières aux US a quasiment doublé, et sur la même période, le prix du baril a quasiment doublé. Il est entré en correction. Ah, j'ai perdu le... Ah, ça y est, c'est revenu, pardon. Il est entré en correction à court terme, le prix du baril depuis mi-mars, mais en même temps, le secteur pétrolier rebaisse. Donc le rythme du secteur est plus lié au rythme du pétrole et non pas au rythme du reste des actions qui n'ont pas la même dynamique à court terme. Voilà pour le secteur énergie et pour le pétrole. Donc là, là, c'est juste le pétrole pour mieux voir la correction. Hein, le pétrole qui avait doublé entre novembre et mi-mars, porté par la moyenne mobile 20 jours haussière en rouge et qui a été enfoncé il y a un mois de ça. Et depuis, il y a une correction en plusieurs temps qui devrait se mettre en place. Et on pourrait viser voilà, un retracement d'une partie de cette hausse-là. Ce que disait Cédric, hein, fondamentalement, on prévoit plutôt un prix d'équilibre entre 55 et 65 $. Donc voilà, si la correction devrait se développer tranquillement dans les prochains mois, c'est ce qu'on devrait avoir. Ensuite, on passe à autre chose. On change totalement de sujet. C'est pour rejoindre ce que disait Cédric sur les technos et notamment les valeurs techno aux US. Vous avez le Nasdaq Composite en haut sur un an, un peu plus d'un an. Et vous avez en bas son ratio relatif si on compare au Russell 3000. Le Russell 3000, c'est un indice américain très large, le groupe 3000 valeurs. Donc, vous voyez que en relatif, la courbe en violet, le Nasdaq ne surperforme plus le reste du marché américain. On va dire que c'est en légère sous-performance ou neutre, mais donc il y a plus de surpondération à faire de ce côté-là. Et en absolu, on voit que le rythme de hausse ces derniers mois est un peu le même, que récemment on a préservé la moyenne mobile 100 jours haussière en vert, et préservé à 2 reprises, comme ça avait été le cas une fois en septembre, une fois en octobre dernier. Donc pas de changement, on va dire que c'est une poursuite de la hausse, à un rythme qui n'est pas suffisamment élevé pour surperformer le reste du marché. Donc on va dire qu'on adopte là-dessus une pondération plutôt en ligne, une pondération plutôt neutre, et pas une surpondération comme ça pouvait être opportun de le faire en 2020. Alors un petit mot là sur la Chine. Donc c'est un peu plus inquiétant, en tout cas un peu moins porteur ces dernières semaines. Ce qu'on voit, c'est qu'on avait donc en haut vous avez l'indice Shanghai Shenzhen CSI 300. Donc on est revenu s'appuyer il y a quelques semaines au mois de mars sur de la moyenne mobile 200 jours en vert. Correspond également à un support horizontal intéressant vers 4875. Une ancienne résistance de la deuxième partie de 2020, dont on était sorti par le haut fin 2020. Donc vous avez là la conjonction de la moyenne long terme et d'un support horizontal. Donc ça a été préservé mi-mars. Donc ça c'est plutôt en soi une bonne nouvelle. Mais derrière on a du mal à reprendre de la hauteur. Le redémarrage n'est pas satisfaisant au sens où les autres indices ont redémarré mieux que ça.
Du coup, quand on regarde le ratio relatif à un indice mondial, le MSCI World en bas, le ratio relatif en violet est plutôt en repli, en baisse. Donc on est dans une phase de sous-performance depuis 2 mois maintenant sur l'indice chinois. Donc c'est à surveiller. Vérifiez déjà que cette moyenne mobile long terme en vert reste support. Et si c'est le cas et qu'on a un rebond en absolu, on aurait peut-être une fenêtre d'allègement pour ceux qui le souhaitent. Donc, si dans une poche de diversification, on a toujours envie d'avoir une part allouée à la Chine, mais en termes de dynamique, hein, de surperformance, il n'y a pas de dynamique très forte en ce moment. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va continuer à surveiller dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je crois que c'est ma dernière diapositive. Je laisse la parole, Cédric, si tu souhaites un peu conclure. Oui, merci Lionel. Alors, l'idée c'était de revenir un petit peu sur tout ce qu'on a pu se dire. Donc, on a évoqué les points qui font qu'on est dans un cadre, un environnement unique. C'est naturellement la liquidité, les taux bas et la croissance bénéficiaire des entreprises, comme on a pu le voir au début. C'est un véritable soutien pour les marchés actions. Lionel l'a évoqué, donc on a une zone de surachat sur les indices US et sur les indices européens, donc vraiment à surveiller. Et si ça se confirmait, ça pourrait être des opportunités pour se repositionner sur des valeurs cycliques, hein, se repositionner sur des secteurs cycliques. Attention au retournement du marché du pétrole. Alors c'est pas complètement définitif, mais bon voilà, on a une tendance qui est un peu en train de s'inverser, comme l'a mentionné Lionel. Et enfin, bien avoir à l'esprit que la rotation des secteurs de la croissance, donc qui ont drivé le marché depuis plus de 10 ans, vers les valeurs value est vraiment en train de s'ancrer et de se mettre en avant. Voilà, on en a terminé pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions. Alors, je vais les lire en même temps parce que je les reçois. Alors, l'économie en général va s'alimenter par le pétrole. Sa reprise sera à terme soutenue par le pétrole, les secteurs pétroliers qui devraient évoluer positivement également à moyen long terme. Alors, effectivement, alors complètement d'accord, hein, c'est ce qui a soutenu cette perspective de reprise économique. C'est effectivement ce qui a soutenu les niveaux du baril et cette reprise que l'on en a pu connaître, ainsi que le secteur énergie. À ceci près que, vous l'avez peut-être vu, mais l'OPEP+ n'a pas souhaité réduire sa production. Au contraire, elle souhaite ouvrir grandes les vannes, donc ce qui peut peser et ce qui pèse sur le prix du baril, donc forcément sur la partie, sur les pétrolières, indirectement. Et le secteur est encore aussi sous les feux de la rampe, même si ça peut paraître anecdotique, mais tout ce qui est énergie renouvelable et évolution des modes de consommation pèse aussi sur le secteur. Donc, d'un côté, vous avez certes une reprise économique, mais qui pour nous est déjà dans les cours, l'OPEP+, qui est en train d'ouvrir les vannes, et puis d'un côté, une évolution des modes de consommation, on est aujourd'hui à un prix qui nous semble correct pour le baril et pas de perspective de reprise. Techniquement, c'est un peu ce que tu avais vu, Lionel, ce que tu as pu décrire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été, comme tu disais, pricé, l'amélioration sur le plan macro. C'est vu dans la hausse en près de 5 mois, le doublement du prix du baril en près de 5 mois. Et puis après, il y a, comme tu disais, des forces de rappel. Hein, dès que le niveau atteint de résistance, des niveaux un peu élevés, mais il y a des forces de rappel dans l'autre sens, avec la production en face. Voilà. Alors, question sur les small cap, sociétés qui ont vécu ou vont vivre de grosses augmentations de capital avec une référence à Vallourec, Europcar ou Solocal. Effectivement, alors les small caps, on a, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que, alors il y a les toutes petites et celles qui ont des difficultés. Alors les toutes petites bénéficient d'un flux de liquidité
celui que j'évoquais pour les grandes capitalisations, bénéficie aussi à tout le marché des petites et moyennes. Elles sont très sensibles en valorisation aux afflux de liquidités. On a un engouement pour le segment des mid and small qui est assez unique, notamment avec le retour des investisseurs particuliers sur le marché et sur ce segment de marché. C'est le cas avec les introductions en bourse qu'on connaît depuis le début de l'année. Ports-en-Part s'en est occupé de quelques-unes. Je pense à HRS, je pense à Largo qui est en cours, je pense à Ferresides Pharma. Voilà, on est sur des records. Même Euronext n'en a jamais vu autant. Donc il y a un flux porteur. Après, vous avez des sociétés qui sont en difficulté, celles que vous évoquez, voilà, on connaît de grosses difficultés, donc effectivement, il y a des augmentations de capital qui pourraient vont plutôt être, alors je connais pas tous les dossiers, mais vont plutôt être dilutifs et pas forcément très porteurs. Mais sinon, pour nous, c'est toujours un segment, les mid and small cap, exposé à la croissance économique, exposé à la reprise, et qu'il faut avoir dans son portefeuille, soit en direct, soit via des fonds. Oui, pour compléter, Cédric, si on compare le comportement des petites et moyennes capitales et les grosses, on constate qu'à long terme, il y a quand même une surperformance qui est mise en place sur les petites capitalisations. Et juste à court terme, il y a une petite correction relative. Elles ont un peu moins tiré que le reste la dernière semaine. Donc pour ceux qui souhaitent y aller, ça peut être un timing. Vous revenez sur de la moyenne long terme relative haussière. Donc voilà, ça peut être l'occasion pour ceux qui le souhaitent. Merci Lionel. Alors je ne vois pas d'autres questions. Et j'espère qu'on a été assez clair. Je suis en train de relire en même temps le chat. Non, pas d'autres questions. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Nous souhaitons une bonne après-midi, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore commencé. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt.